Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Eh bien bonjour tout le monde, bonjour à nos 7 milliards d'auditeurs qui nous écoutent comme il y a 2 semaines, puisque l'émission Place au possible c'est tous les 15 jours. J'ai survécu à la dernière, donc j'ai décidé de revenir et je reviendrai encore et encore et encore. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Corentin Delage. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être là pour ma première fois en radio. Et ben voilà, donc on a de nouveau tous les deux la pression, mais ça va se détendre. On a décidé de parler d'un sujet qui nous concerne tous les deux, le slashing. Donc qu'est-ce qu'un slasher ? Que veut dire slasher ? Slasher, ça vient de la barre qu'on met entre des mots ou www // voilà, donc c'est être capable de faire plusieurs choses, conjuguer le travail au pluriel et jongler d'une activité à l'autre. Et aujourd'hui on a envie de parler de ce thème, et donc ça va être je slash, tu slash, il slash et nous slasherons. On va commencer par le tu slash, et Corentin va nous raconter un petit peu son parcours de slasher. Yes, c'est un terme que j'ai découvert quand tu m'as parlé de la thématique et qui m'a tout de suite touché, parce que c'est ce qui définit mon parcours et de pourquoi j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé là et ce que je fais encore au quotidien. Et slash, le mot slash, ça me touche et ça me parle, parce que mon parcours, du coup, en référence à ce mot, c'est que j'ai démarré mes études. Je voulais faire quelque chose d'artistique, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, ensuite j'ai fait un BTS en design d'espace dans lequel je suis diplômé, et après 9 mois à mon compte, j'ai tout plaqué pour aller dans l'univers de la restauration. Alors je vous le raconte un peu comme ça, mais c'était par besoin financier naturellement à la sortie de mes études que j'ai commencé à faire des extras en restauration dans la région de Chambéry, et au bout d'un moment je suis tombé amoureux du monde, je suis tombé amoureux du service, de donner de mon énergie, de donner de mon service, donner de tout ça et de l'avoir en retour, en direct, dans les yeux des gens, et de créer du contact, créer des expériences, des histoires, des souvenirs, chose qui a été une belle revanche pour moi, un ancien timide à l'époque, toute mon année lycée et bien avant. Donc ça m'a ouvert les portes au grand monde, et je vous passe les détails, mais j'ai continué dans la restauration, dans différentes branches, en brasserie, en hôtel, et tout récemment dans un café, qui a été ma dernière expérience. Et à côté de tout ça, j'entreprenais, j'avais mes projets, je faisais du graphisme, j'avais mon diplôme de designer qui me faisait créer à côté de tout ce que je faisais. Et on est arrivé à un moment où je me suis dit ok, je me mets à mon compte, je fais mes projets, et puis une amie m'appelle, un deuxième, un troisième, et c'est parti. Je commence à créer des visuels et du community management pour les réseaux sociaux de commerçants, d'entrepreneurs libéraux. Et là, ça fait 2 ans. Je suis passé d'indépendant en agence et je suis repassé en indépendant. Et je fais constamment tester, expérimenter, aller là où ça me plaît, là où je m'épanouis, et je me remplis. Ouais. Effectivement, les plus belles qualités d'un slasher, c'est déjà l'agilité, l'adaptabilité, l'enthousiasme, la curiosité, évidemment, avoir envie de découvrir, d'apprendre en permanence, de pouvoir tester, c'est ce qu'on dit, on est des testeurs, on sait que cette génération sera une génération de makers aussi, donc ok, ça fait plein de termes anglo-saxons, maker, testeur, slasher. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur ma petite marotte, vous savez, les générations alphabet, donc X, Y, W, Z, alpha. Corentin, je le connais depuis quelques années. Si vous avez bien compris, son parcours lui donne une différence d'âge avec moi qui est quasi moite-moite. Et en fait, a priori, on fait quand même partie de la même génération. Oui. C'est pour ça qu'on n'aime pas ce cloisonnement, justement. Et aujourd'hui, on se rend compte que 16% de la population active fait du slashing, dont 60% par choix. T'as parlé, Corentin, de cette histoire de besoins financiers. Oui. Mais pas que, parce que tu as continué aussi, c'est ce que tu disais dans la restauration, parce que à chaque fois ça t'enrichit de rencontres, d'expériences,
Et tu me parlais tout à l'heure de cette expérience que tu as fait avec les 4 personnes avec qui tu t'étais associé au départ et tout ce que tu as appris. Je vais juste... on a eu un petit clin d'œil cet après-midi, parce qu'on a un petit peu préparé l'émission. Et en fait, on a eu un clin d'œil sur le fait qu'on s'est dit que le slashing, c'est vraiment l'avenir et le tapis rouge pour tous les hyperactifs et les hauts potentiels et ceux qui ont des TDAH. Donc, rassurez-vous, c'est bien, finalement. Carrément, c'est de grandes opportunités. Et comme tu disais... Pour préciser le parcours et souligner ce que tu viens d'introduire, c'est qu'au début, c'était par besoin. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais architecte d'intérieur, j'ai tapé la porte des commerces de Chambéry et des alentours pour proposer mes services. Et j'avais 2-3 projets par-ci par-là, ça vivotait, mais j'avais besoin de payer ma facture et de gagner mon indépendance. Et on me propose tout de suite de tester la restauration. Je tombe amoureux de la restauration, ça m'apporte énormément des compétences relationnelles, du service, une gestion du stress. Savoir quand sont les temps de rush, quand sont les temps morts, s'avancer, se préparer, s'adapter à n'importe quel individu face à soi. Et ça a été absolument génial humainement. Et comme tu l'as dit, au début, c'était un besoin, mais après, ça a été une conviction, une envie folle d'apprendre parce que ça m'enrichissait et je me suis pas arrêté à partir du moment où j'avais pas, entre guillemets, fait le tour de la question. Et une fois que j'ai fait le tour de la question, quelle est la prochaine aventure ? Et ça me complétait de plus en plus et c'est ce que j'ai tatoué dans le cou, devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est un peu ma philosophie aux dépens de mes parents qui ont misé beaucoup sur moi et je leur remercierai jamais assez, qui m'ont accompagné dans ces études et dans ma vie étudiante à Chambéry quand j'ai quitté leur toit. Et quand je leur ai dit 9 mois après que j'arrêtais l'architecture d'intérieur, le visage tout blanc, le visage tombé. Et en réalité, ça m'a apporté tellement d'opportunités derrière et ça m'a décloisonné totalement et je me suis vu tout possible derrière. En fait, je vais dans le sens où je veux. Et comme tu as dit, maker, doer, etc. Tous ces termes-là sont juste là pour dire expérimenter, se laisser la possibilité d'expérimenter. Et je dirais même que c'est possible d'expérimenter autant comme ça, justement, avec la définition du slashing, en cumulant les activités. Parce que se lancer à 100% dans une activité comme ça, en sortie d'études ou peu importe, c'est cette fameuse phrase de brûler les bateaux. Et brûler les bateaux, c'est compliqué. Enfin, on est dans une société où on a besoin d'échanger des richesses et on a un rapport financier les uns les autres. Donc, j'ai eu l'opportunité de payer mes factures et derrière d'expérimenter à côté et tout condenser pour arriver à un moment donné où j'ai assez construit et assez ramifié les pièces du puzzle. On a utilisé cette image tout à l'heure pour aujourd'hui le vivre pleinement et faire que ça, ouais. C'est ça, en fait, le fait d'expliquer que la vie est un parcours, de s'enrichir, de pouvoir découvrir, d'apprendre en permanence, c'est le fait de se remettre en question aussi. Et surtout, si j'ai encore quelque chose que j'aime répéter, c'est échouer. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend le mieux. Oser tester, oser demander tout ce que vous risquez, c'est un non. Et ça, c'est pas grave. Et la curiosité est finalement un joli défaut. Je voulais revenir sur mon parcours parce qu'on parle de effectivement multipotentiel, faire plusieurs choses dans sa vie, mais aussi un slasher fait plusieurs choses en même temps. Donc ce que je disais, c'est sur ma génération, je suis pas censée être dans la génération qui slash. Et finalement, si, parce que depuis toujours, donc j'ai fait plusieurs choses qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres, mais c'est là où on peut capter au bout d'un moment le fil conducteur de sa vie professionnelle qui fait que au bout d'un moment tout s'éclaire. Et c'est ce qui revient ensuite, ce qu'on fait chez Place au Possible aussi, d'accompagner les personnes vers leur ikigai. On reviendra un petit peu dessus. Mais mon parcours a fait que j'ai fait plusieurs choses, certes, mais surtout j'ai fait plusieurs choses en même temps. Alors parce que j'étais enrichie et j'avais besoin d'aller découvrir plein de choses. Moi, j'ai besoin que ça grouille autour de moi, j'ai besoin d'être stimulée, on en parlait, mais pas par n'importe quoi. Après, j'ai besoin de faire le tour du sujet et on va parler peut-être d'un défaut qui pouvait l'être et qui va devoir changer dans l'idée des gens. Un slasher s'ennuie vite, certes, mais n'est pas quelqu'un d'instable. On est d'accord, Corentin? Tout à fait. T'en penses? Tout à fait. On peut avoir cette vue de l'extérieur de son entourage, proche, famille, amis, cette idée de ouais, mais il est capable de tout lâcher du jour au lendemain, etc. Mais on ne suit pas un projet en fait, on suit soi-même. Enfin, le vrai projet à construire, c'est soi-même.
c'est son épanouissement, c'est qu'est-ce qu'on va rendre au monde derrière, quel genre d'époux, quel genre de femme, quel genre de père, quel genre de fils, quel genre de fille on veut être. Et tout ça, on se construit par des expériences et faut pas mettre l'étiquette de je suis telle personne parce que je fais tel métier. Non, je suis cette personne, je fais les expériences que je veux et qui vont me tendre à. Et tant que je m'épanouis, je vois pas pourquoi on devrait souligner qu'il y a un problème alors que c'est tout le contraire. Et je reviens sur le fait qu'il n'y a pas d'âge. Oui, ça peut être fatigant, mais comme on a l'avantage d'être hyperactif, on a plus d'énergie que tout le monde. Et c'est vrai que moi, pendant un temps, j'ai cumulé 2 jobs, 2 implications associatives, une implication politique. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup plus maman, hein, parce que voilà, épouse, maman. Et on pourrait dire que c'est fatigant. Alors, au fur et à mesure, j'enlève des choses parce que y a des endroits, notamment la politique, qui m'a épuisée et où j'y retrouve plus d'intérêt. Mais aujourd'hui encore, ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a ouvert tellement de portes, ça m'a fait rencontrer tellement de personnes hyper intéressantes, hyper enrichissantes que c'est ça. On disait tout à l'heure, le point d'orgue aussi, c'est l'humilité. Tu peux développer là-dessus ? J'en discutais justement avec une cliente qui est avocate sur Grenoble, je lui fais un coucou si jamais elle entend ça. Et on se posait la question de les gens qui ont confiance en eux, est-ce que c'est quelque chose d'inné, ils l'ont toujours eu et ils sont capables d'avoir une discussion avec tout le monde, ou alors c'est parce qu'à la base, ils ont eu l'humilité de se dire c'est en posant la question que je vais savoir et à force de poser la question, je vais savoir un maximum de choses et c'est là où je vais être le plus à l'aise dans n'importe quelle condition. Et c'est cette humilité de dire je sais pas. Et tu parlais d'échec tout à l'heure et je suis parti dans une philosophie à 100%, voire même à 150%, où je me suis dit je veux échouer et je veux tester un maximum de choses pour échouer un maximum de choses. Et en fait c'est du tri et on voit très rapidement ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de refaire, ou alors comment on peut mieux le faire. Et faut avoir l'humilité de se dire n'importe quelle personne peut nous apprendre quelque chose. Peu importe son âge, peu importe son horizon, peu importe son expérience. J'ai été touché par d'innombrables personnes qui étaient extrêmement loin de mon milieu, dans l'âge, dans la culture, dans tout ce qu'on veut. Et en réalité, pour apprendre sur soi-même, il faut apprendre des autres. Et c'est, si je devais résumer tout ça, c'est ça. Apprenez à comprendre les autres pour mieux se comprendre. Ouais. Et c'est ça que j'aime avec la jeune génération, moi, que je côtoie régulièrement. Et les parents, en fait. Tu as dit tout à l'heure les parents. C'est fondamental, les parents. Faites confiance. C'est vrai que c'est compliqué. On a l'impression que c'est une génération qui s'ennuie vite, qui va zapper très vite. En même temps, c'est une génération réseaux sociaux, c'est une génération numérique, digitale. Donc oui, les choses vont vite. Mais je comprends que moi, je suis parent. Alors, j'ai pas cette problématique. Et toi, tu disais que tu as eu la chance aussi d'avoir des parents qui t'ont compris, qui ont certes blémi, mais en tout cas qui t'ont fait confiance. C'est pas le cas de tout le monde, je l'observe. Si c'est encore un message à passer aux parents des jeunes, aux parents d'ados, faites confiance. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Les choses, tout est possible. Et en fait, vraiment, c'est en se trompant. Il n'y a pas de retard sur une vie. Une erreur d'aiguillage va forcément, en plus, à un moment donné, redevenir complètement cohérente. Et puis de toute façon, on apprend toujours quelque chose là où on va. Toi, tes parents, leur première réaction, qu'est-ce qu'ils t'ont dit concrètement ? Parce que l'ENAI, t'es gonflé, ça coûte une blinde quand même. Oui, comme toute étude privée. Après, je le comprends sincèrement. Ça vaut pour tout ce que j'ai appris et ma manière de créer. Et en réalité, c'est un métier de designer et un métier de créateur qui m'ont apporté. Et aujourd'hui, j'en suis ultra reconnaissant d'être passé par là. Parce que je sais créer de toutes pièces et je sais m'adapter et je sais tenir un discours de créateur, de dire quel est le projet et jusqu'où on va. Mais pour revenir au sujet, oui, mes parents, je pense que j'ai dû avoir les oreilles qui ont sifflé un peu tous les soirs pendant quelques semaines. Mais ce qui s'est passé, c'est que derrière, ils m'ont dit on fait confiance. J'ai été aussi assez virulent, je l'avoue. J'étais assez virulent dans le sens où laissez-moi faire, ayez confiance en moi, mais surtout laissez-moi faire, c'est ma vie. Et puis si je tombe, je tombe, mais je me relèverai et vous n'avez pas intérêt de m'aider à me relever parce que c'est comme ça que je vais apprendre. Et c'est ça, tu disais que tu t'es débrouillé. Oui, 100% responsable. Je saurais trop te dire où ça m'est venu, mais j'ai trouvé ça important de me dire si un jour je veux redonner à quelqu'un et surtout à mes parents, il faut que je puisse me donner à moi-même tout seul. Et dans n'importe quel cas, même quand c'est dur. Donc c'est une philosophie qui est assez forte et ancrée pour toutes les personnes qui me connaissent et je peux être très carré sur ce côté-là.
Et du coup, je leur dis, bah non, vous m'aidez pas, et j'ai appris à m'en sortir. Et en réalité, pour les parents qui entendent ça et qui ont peur de ça, parce que leur enfant, il se cherche encore. Peut-être il multiplie les études, peut-être peu importe. Ce qui s'est passé, c'est mes parents, ils ont changé d'avis, même pas quand je gagnais de l'argent, mais quand ils ont vu que moi, j'avais changé, et quand j'avais d'autres résultats plus hauts que l'argent. Ils m'ont vu animer une conférence devant 50 personnes à la Ravoir. Et je pense que là, ils ont eu des déclics, ils se sont dit, peut-être pas c'est le salaire qu'on imaginait de lui en tant qu'architecte d'intérieur, parce qu'il fait pas ça, mais ils avaient des étoiles dans les yeux, et c'était une fierté. Et puis, le parcours a continué, et aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime, et c'était après. Mais tout ça pour dire que toutes les pièces du puzzle, elles reviennent à un moment donné, et aujourd'hui, en fait, ma manière de créer ce que j'ai appris dans mes études, certes, je suis pas architecte d'intérieur, mais je crée des projets sur mesure vers tous mes clients, et je sais leur amener, je sais leur proposer, je sais argumenter. J'ai mes compétences graphiques que j'ai appris à l'école pour leur proposer n'importe quel projet avec de belles présentations. Je sais sublimer leur communication grâce à tout ça. J'ai une compréhension humaine grâce à tous les métiers de restauration que j'ai pu faire. Et du coup, je m'adapte à n'importe quel client. Et en fait, c'est bon, toutes les pièces du puzzle, elles sont là. Peut-être que tu as mis des mauvaises pièces au mauvais endroit, peut-être que t'en avais perdu une, tu l'as cherché longtemps, et à un moment donné, il faut chercher pour finir le puzzle. Il faut pas se dire, le puzzle, c'est pas pour moi. Non. Il faut vraiment le faire, il faut vraiment chercher, et il faut faire. Et puis c'est beau quand ça s'éclaire, quand tu vois vraiment le paysage, qui te reste encore quelques pièces, tu te dis, t'as pas perdu de temps. Tu peux témoigner de ça. C'est ça qui est génial. Moi, je me rends compte, et aujourd'hui, c'est ça qui me motive à le permettre le plus rapidement possible, parce que moi, c'est venu tard, en fait. Il y a qu'à 40 ans que j'ai su ce que je voulais vraiment faire. On pourrait dire que c'est tard, mais je vois la génération va très vite, ça va de plus en plus vite. Et finalement, voilà, il y a cette adaptabilité qu'il faut avoir, cet enthousiasme, cette capacité à faire des liens, à intégrer les choses rapidement. Tu disais aussi que tu avais, dans la deuxième boîte que tu as montée, tu as tout appris tout seul. Oui, j'ai tout appris tout seul. À partir du moment où je me suis mis en indépendant il y a 2-3 ans, c'est des compétences que j'ai appris à côté de la restauration, où en fait je voulais juste faire mes projets avec des amis, et je me suis juste intéressé à comment je fais pour partager mon image de la meilleure des manières. Du coup, je me suis intéressé à la vidéo, et j'ai appris comme ça à côté de la restauration. C'était juste pour mes projets comme ça. Et aujourd'hui, c'est le cœur de mon métier, en fait, faire de la vidéo. Ouais. donc en réalité, ça fonctionne de cette manière. Et après, je me suis associé avec des personnes, j'ai collaboré, ça a ouvert mon esprit, j'ai gagné de meilleurs conseils, je peux gratter à droite, à gauche et accompagner en 360. Et on devient vraiment compétent, et on se rend compte qu'on peut devenir responsable, et surtout, on peut être efficace en étant tout seul. Et je pense que c'est la plus belle valeur qu'on peut apporter aux autres, que ce soit professionnellement ou humainement, c'est d'être riche intérieurement et de pouvoir proposer beaucoup de choses aux autres. Ouais. Donc on a parlé je slash, on a parlé tu slash, on a parlé il slash, et comme après on va parler nous slasherons, puisque qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et comment la société va devoir s'adapter, là on va se faire une petite pause musicale avec Orelsan sur les jours meilleurs. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Je reçois aujourd'hui sur la thématique du slashing Corentin Delage. Corentin, tu es là, donc nous avons parlé de ce qu'est le slashing, de je slash, tu slash, qu'importe l'âge que la nouvelle génération slash. Et donc, demain, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Donc on sait aujourd'hui que 16% de la population active est slasher, 60% par choix. Je donne quelques chiffres parce que ça rassure toujours les gens de dire ouais non c'est sérieux, elle a bossé son sujet quand même. D'ici à 2030, la plupart de la population active va avoir 2 ou 3 activités dans des environnements totalement différents. Pourquoi ? 1, par la digitalisation. 2, par la nomadisation, c'est-à-dire qu'on peut travailler maintenant, et le Covid nous l'a bien prouvé, de n'importe où. Et beaucoup de choses se développent, en tout cas via le numérique. Après, c'est l'enseignement. Comment on fait ? Parce que ces jeunes, là, cette nouvelle génération qui arrive, et Dieu sait que celle qui arrive encore derrière va envoyer encore plus du pâté.
Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait ? Très bonne question. Moi, Merci. Je sais. J'ai 26 ans et déjà à mon époque, quand on faisait le choix de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, on savait déjà qu'on n'allait pas faire que ça et qu'on allait changer de métier peut-être 1 ou 2 fois. Et si c'est encore le cas aujourd'hui et qu'on nous propose, qu'on nous dit que on va faire qu'une seule carrière dans un seul secteur, on se met le doigt dans l'œil, si ce n'est les deux. Et je pense qu'il faut enseigner à la découverte, à tester de nouvelles choses, mais surtout à ne pas enseigner que quand on est à l'école. S'éduquer, c'est à l'école, mais s'éduquer, c'est toute une vie. Et si tu t'arrêtes de t'éduquer à l'école, eh ben, ton bagage, il va être tout petit. Tout petit. Tout petit, et ça va être compliqué derrière si tu veux te retourner, si tu veux être flexible, si n'importe quelle chose qui va arriver dans la société, dans le monde, peu importe ce qui arrive, il nous faut être assez compétent, assez flexible pour se retourner et sauter d'une jambe sur l'autre, en fait, tout simplement. C'est ça. Donc c'est ce qu'on observe, hein. Et aujourd'hui on l'observe. Donc outre, comme on a dit, que c'était la voie royale pour tous les hyperactifs, troubles du comportement et de l'attention, là c'est juste génial. Si vous êtes comme ça, bah bravo, génial, parce que nous on est comme ça, on en a fait une force. Ça n'a pas toujours été facile, mais le système va changer et vous êtes de plus en plus nombreux, les jeunes, à avoir ces profils. Je vois des profs de plus en plus en souffrance. J'étais en contact avec l'académie. Il y a en moyenne 6 à 7 démissions par jour. Le bateau brûle, le bateau coule, effectivement. Donc ça déserte. Maintenant, on a parlé d'humilité, on a parlé d'apprendre en faisant. Je vais encore insister sur les filières pro parce que j'estime qu'aujourd'hui c'est vraiment l'avenir et c'est ce que les jeunes ont besoin de faire, ont besoin d'expérimenter. Qu'est-ce qu'on pourrait... je l'avais demandé la dernière fois aux 3 jeunes qui étaient là. Toi, Corentin, qu'est-ce que tu aurais aimé à l'école, en tout cas au plus tôt? On est d'accord qu'on va revenir sur la création, sa construction identitaire. On est en pleine période où on ne sait plus qui on est, on ne sait pas encore qui on va être, et là on te harcèle pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Et du coup c'est vraiment ce puzzle qui va construire plein de parties de nous-mêmes, le fait de se comprendre et se connaître soi-même. Qu'est-ce que toi t'aurais aimé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire demain? On va voir le ministre de l'Éducation nationale et on lui dit bah ok, nous on propose ça serait pas mal, c'est ça qu'il faut faire. Yes. Expérimenter, travailler. Ouais. Comment? Tu fais comment pour savoir si t'aimes pas les brocolis si tu les manges pas? C'est ça. Et clairement, ça, oui, c'est que ça. Alors comment? Je t'avoue, tu me prends le cours et c'est pas des sujets de ce côté-là en termes structurels sur l'éducation que je me suis posé comme question, mais ouais, de favoriser ou de faire en fait aux gens, parce que c'est normal qu'un étudiant aujourd'hui se sente découragé ou démuni quand ses modèles sur les réseaux sociaux ou à la télé ont le même âge que lui, voire plus jeunes, et font plus d'argent que ses 2 parents réunis. C'est ça. C'est un monde qui existe pour les personnes qui sont en train de le découvrir et qui veulent pas trop le voir. C'est pas une généralité, mais ça existe fortement. Et c'est sûr que ces modèles-là, ça rentre dans la tête d'un jeune, et un jeune, quand on lui dit après à l'école tous les jours qu'il faut faire ça, pour avoir une belle carrière ou avoir un beau diplôme, etc., il se remet beaucoup en question. Et à quel moment il est capable de faire un choix quand il a des sons de cloche de tous les côtés, il sait pas qui croire. Et en réalité, la seule manière de savoir ce qu'on veut faire, c'est de tester. Et il n'est pas question de tester quand j'ai prévu mon plan, je sais ce que j'ai envie de faire, etc. Mais tester rien que la première chose. C'est faire un premier pas, en fait. C'est le mouvement. Ouais. Je veux pas faire de faute, mais la théorie du mouvement, c'est tu fais un premier pas et le deuxième y suit, en fait, tout simplement. C'est ça. Et après, c'est pour on n'est pas tous pareils. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire très précisément. Moi, je voulais faire du dessin, etc. Ça m'a dirigé dans des métiers créatifs. Je voulais dessiner, faire du graphisme. On est venu à l'architecture d'intérieur. Et puis, vous avez entendu le reste de l'histoire tout à l'heure. Mais pour ceux qui savent absolument pas quoi faire, je pense que les meilleurs moyens, c'est de remonter les manches. Remonter les manches. Et en fait, la notion du sachant apprenant, on est bien d'accord que c'est terminé. Il faut arrêter de croire que l'adulte a le savoir et puis le jeune ne l'a pas et doit écouter bêtement. On parlait cet après-midi
du sens. À quoi ça sert ? C'est-à-dire que la plupart des jeunes ne comprennent pas à quoi sert ce qu'ils sont en train d'apprendre, assis sur une chaise pendant 6 à 7 heures, plus... moi, je discutais l'autre jour encore des terminales, ils sont à 9 heures de travail par jour, dont 6 à 7 assis sans faire de bruit. Aucun adulte fait ça, déjà. Okay. Aucun, c'est pas jouable. Donc je pense que ça coupe beaucoup de stratégies d'excellence et d'apprentissage de plein de jeunes. Donc aujourd'hui, comment on acquiert des compétences ? Quelles compétences vont être nécessaires ? Donc on a parlé tout à l'heure de l'adaptabilité, de la curiosité. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, mais aussi Internet, le monde ouvert complètement. Maintenant, c'est voilà, comment on éduque. Ça, c'est quelque chose qui devrait rentrer dans l'éducation nationale, c'est-à-dire comment on va chercher une information, comment on la vérifie, comment on s'en sert, à quoi elle sert, et comment on comprend ce qui se passe vraiment dans le monde pour construire celui dans lequel on a envie d'évoluer. Donc pour le monde de l'enseignement, je pourrais parler des heures. Et en plus, moi, je voulais être prof à la base. Donc en fait, je reviens, mais de l'autre côté de la barre, pour dire non, mais en fait, je sais pourquoi maintenant je veux pas être prof. J'ai dû être visionnaire et voir ce qui allait se passer, parce que déjà, moi, j'ai souffert à l'époque, donc ça dysfonctionnait déjà. C'est de pire en pire, donc voilà, de trouver une solution. Après, on va passer sur le monde de l'entreprise, parce qu'on est bien d'accord que ce fonctionnement va faire basculer toute la société. Et là, c'est une bascule qui doit se faire tout en même temps. De là, c'est compliqué. Donc, dans le monde de l'entreprise, on est d'accord, on parlait des CV. Oui. Aujourd'hui, clairement, moi qui ai recruté pendant 25 ans, je reçois un CV classique, je le regarde pas. C'est chiant. Puis c'est faux, ça raconte rien, ça ressemble pas, on peut mettre ce qu'on veut dans un CV. C'est un copier-coller. Voilà, c'est un copier-coller. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus interpellant, en fait, qui va donner envie d'aller plus loin pour rencontrer la personne, mettre en avant ses compétences, même mettre en avant ses qualités, ses savoir-être, et puis de quoi on a besoin. Donc comment l'entreprise va pouvoir s'adapter à ce genre de public, d'après toi ? Parce que il va y avoir globalement une grosse majorité de jeunes. Moi, ce que je sens, c'est que ça pousse pour l'entrepreneuriat. Oui. Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire... Le slashing fait que tu peux avoir une activité salariée et une activité entrepreneuriale que tu as choisie parce que c'est quelque chose qui t'anime et tu as envie de le faire en même temps. Mais ça veut dire qu'il faut que tu octroies du temps à ça pour le développer. Oui. Quid des entreprises ? Oui, en effet. Et la première notion qui me vient en tête, c'est structurer son entreprise ou avoir des postes avec des temps flexibles, en fait. C'est ça. Des temps partiels, des temps mesurés, pour pouvoir accueillir ces demandes. Parce que j'ai été cette personne. Cette personne un peu chiante qui postulait, mais qui disait « Oui, mais moi, je veux faire 28 heures. Oui, mais moi, je veux faire un mi-temps. Oh, et puis, est-ce que je peux augmenter de quelques heures ? Est-ce que je peux réduire un petit peu au fur et à mesure de mon activité ? Parce que j'avais ma passion, je voulais en vivre. Et je comprends aussi le côté de l'employeur qui va se dire « Non, mais moi, je cherche pas quelqu'un qui se sert de moi, etc. » ou peu importe, et qui veut pas construire la vision. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on ouvre sa porte, et c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut séduire ce jeune-là pour qu'il adhère à la vision de l'entreprise et qu'il ait envie de la servir. Et j'ai aussi je sais pas si tu voudrais qu'on en discute, mais j'ai aussi une conviction du fait que la qualité du temps présent en entreprise est totalement différente. Clairement, je vais mettre les deux pieds dans le plat. J'ai beaucoup travaillé assis derrière un bureau quand j'étais salarié et je passais 8 heures. Et en réalité, je me disais, mais il y a des moments où je me sens moins productif que d'autres, tu vois. Évidemment. Notamment juste après manger. Et c'est pour ça qu'on prenait 2-3 cafés pour se relancer. Et en réalité, si un employeur peut avoir cette réflexion de se dire, ok, je fais venir les gens quand ils veulent, et du coup, quand ils sont en énergie, quand ils sont productifs, et surtout quand ils ont fini la mission. Et je discute souvent ça avec mon meilleur ami d'enfance, Jordan, avec qui je partage un toit en ce moment depuis 2 ans, et lui, il est manager, il est dans une équipe, une grosse boîte avec des salariés, et on se pose cette question de
en fait, ce qui est trop bien, ce serait de venir quand on a envie, on repart quand on le souhaite, et qu'on soit payé à la mission et quand c'est terminé. Alors, c'est dur structurellement, parce que comment on mesure tout ça quand une mission est terminée, la qualité de travail, etc. Mais ouais, c'est ça, c'est d'avoir la possibilité d'accueillir les gens comme ils le veulent pour les personnes qui ont plusieurs activités. Et surtout de se dire, ok, on a un rendement certes, mais le rendement, où est-ce qu'il se fait vraiment? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Quand les gens ont envie de travailler, quoi. Et en plus, on le sait que sur la chronobiologie, tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde n'est pas efficient au même moment. On est d'accord que, du coup, là, le constat, c'est la qualité de vie au travail, c'est pas juste un baby-foot, une super salle de pause, une bonne machine à café, le droit de mettre un short l'été. Hein, on est bien d'accord que ça ne tient pas qu'à ça. Cette notion de flexibilité d'horaire, alors on a beaucoup fait le flex office, par exemple. Voilà, donc ça, c'était une notion, c'est assez compliqué pour certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, voilà, le fait de pouvoir tourner, le fait d'attirer des jeunes et donc des talents, parce que voilà. Tout à fait. Et puis de construire avec eux le temps d'être à l'écoute. Là, il y a pas mal de boîtes et nous, moi, je l'expérimente. On travaille dessus au CJD sur la semaine de 4 jours et de travailler à la mission. Moi, j'ai eu une grosse mission à l'université là, donc monde enseignant, monde de l'administration. Avec des horaires très calés, 8 heures par jour. Et effectivement, tout le monde est débordé, mais tu sais pas pourquoi. Et finalement, l'efficience d'une journée doit se tenir à 2 heures. C'est inutile. Donc, travailler à la mission, à la tâche, plutôt qu'à l'heure, ça, c'est déjà une clé. Travailler moins pour gagner plus, mais oui, c'est possible. Donc, travailler moins pour permettre justement à ce public-là d'avoir ce temps pour nourrir quelque chose qui l'anime, tout en étant hyper productif quand il est en présence. Absolument. Et tu vois, je pense que dans la tête d'un employeur, il peut y avoir ce frein de se dire, oui, mais si la personne est là à mi-temps, elle peut pas être super efficace. Oui. Sauf que dans l'autre temps de son mi-temps, je le dis parce que c'est ce que je vendais à mes futurs employeurs, mais c'était pas juste des paillettes, c'était vraiment ce que je vivais, ce que je leur promettais. C'était que le temps où je suis pas chez vous, je produis mes projets, je deviens indépendant, je développe un réseau, des compétences, et des compétences que j'aurais jamais développées si j'étais 35 heures chez vous. Je le fais quand ce développement de compétences. C'est ça. Et du coup, je deviens une personne plus riche intérieurement, et je peux plus vous redonner et vous redistribuer. Et sincèrement, c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est ça, le gagnant-gagnant. Ça doit pas être un frein. Ça doit pas être un frein pour autant. Alors bon, on peut comprendre. Moi, je vois dans le giron du CJD tous les chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise, des entreprises dans lesquelles ça va être facilement adaptable. On va prendre un commerce par exemple, qui est ouvert avec une amplitude horaire énorme. Donc c'est vrai que ça peut démultiplier les postes. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un, en tout cas sur la flexibilité, tu peux choisir le mi-temps, ok, mais ça sera un mi-temps figé. Oui. On est d'accord que, par exemple, dans une grande surface qui est ouverte de 8h à 21h, 6 jours sur 7, voire certaines 7 jours sur 7, pour faire tourner le personnel, il y a un principe de réalité aussi. Moi, j'ai été chef d'entreprise, enfin, en tout cas, j'ai été dans le commerce. Il y a un principe de réalité sur une amplitude horaire, donc ça crée des difficultés. Comment ils vont faire? Et ça pourrait être intéressant d'avoir les témoignages d'un chef d'entreprise qui est dans le commerce, un autre dans l'industrie où il n'y a pas forcément d'horaire. Ça, c'est plus simple. La journée de 4 jours, qu'est-ce que t'en penses, toi? La journée de 4 jours. La semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, qu'est-ce que j'en pense? Ou la journée de 4 heures. La journée de 4 heures. Alors, sur l'épanouissement et tout ce genre de choses, je suis complètement d'accord. Par contre, parce qu'il y a un livre sur la semaine de 4 heures qui en parle et qui explique globalement qu'il faudrait tendre à moins d'efforts pour avoir le plus de résultats et de qualité de vie. C'est une loi universelle. Hein. Oui. La loi du moindre effort. Oui, et je pense que c'est une tendance à aller chercher. Comment dire? J'ai perdu mes mots. T'as perdu le fil. Ouais. Pardon, je t'ai perturbé. Justement, on va en profiter parce que comme on est toujours sur Radio Grand Lac et qu'ils ont un
un vivier de musique très vitaminée. Nous allons donc maintenant passer un petit morceau, Kungs, Dopamine. Comme ça, Corentin va pouvoir reprendre le fil parce que je l'ai perturbé, c'est de ma faute. Pardon. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com. Donc, on a eu un petit bug, mais tout va bien. On a rebondi. Voilà. Donc, Corentin, est-ce que tu peux me dire quelle est la différence entre un bon slasher et un mauvais slasher ? Un bon slasher, je pense qu'il doit être, on en parlait, discipliné, organisé. Parce que qui dit slasher dit curieux, dit envie de toucher à tout et dit se perdre. La dispersion, s'éparpille. Absolument. Et on doit avoir, on a cet esprit et on peut travailler cet esprit de créatif et d'avoir tout plein de choses, d'être curieux, de penser à plusieurs choses, mais on doit se donner une discipline, un cadre et surtout une vision, une route, un objectif lointain, un peu comme un entonnoir ou une lumière au loin où peu importe, on va glaner à droite à gauche pendant qu'on marche. Ouais. Mais il faut pas trop charger la mule non plus pour se désorienter et prendre un total autre chemin. Mais je pense que quand on a vraiment trouvé son chemin et qu'on est convaincu de là où on veut aller, peu importe l'âge, et d'ailleurs ça évolue, on en parlera. Oui. On sait qu'on va dans le bon chemin et on va se discipliner assez de la bonne manière, je veux dire, pour y aller, quoi. C'était pour rebondir sur le fait que tout à l'heure on a parlé de la loi universelle du moindre effort. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi ? Alors le moindre effort, ça veut pas dire je fous rien, j'attends que ça vienne et ça va bien se passer. Non, ça marche pas, clairement. Même tous les plus grands influenceurs sur Instagram, ils bossent, mine de rien, il y a tout un travail derrière. On se rend pas, ça a l'air facile comme ça, mais rien n'est facile, rien ne tombe tout cru. La notion de travail, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture, en fait, ça demande donc une discipline. Moi, j'ai longtemps été allergique à ce mot-là, discipline, parce que je disais, en fait, mais j'ai longtemps été allergique et je m'en suis rendu compte après à la discipline bête et méchante. C'est-à-dire, si on me dit, c'est comme ça et c'est pas autrement, tu dois le faire. Mais pourquoi ? Parce que tu dois le faire, ça c'est juste non. On peut pas dire ça. Par contre, une discipline qui a du sens, pour laquelle on va prendre conscience de ce que ça va nous apporter de bon pour atteindre cet objectif. Et effectivement, c'est ce qu'on disait, le sens, mais aussi la vision. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut atteindre. Alors, des fois, c'est assez flou. On est d'accord, ça se construit. On a dit, c'est un parcours, c'est assez flou. Mais on a quand même, au fond de soi, toujours cette intuition. Toi, tu voulais dessiner, t'as un profil créatif. Voilà, le chemin a fait que tu as pris un peu des chemins de traverse. Voilà, ce qu'on disait, c'est... Tout à l'heure, il y a un espèce de... Donc ça, c'est pour le bon slasher. Le mauvais slasher, lui, effectivement, il s'éparpille, il s'ennuie vite, il peut se disperser, il n'a pas de rigueur. Et là, clairement, ça fonctionne pas. Ça peut même, à mon avis, pousser au burn-out. Parce que trop de choses et trop n'importe comment, ça peut pas fonctionner. Donc là, on parlait tout à l'heure de ce parcours d'introspection. Oui. Et de l'évolution dans l'âge. Oui, absolument. C'est dans le monde du développement personnel, des gens qui veulent entreprendre, etc., on parle d'un pourquoi, une raison d'être, de pourquoi on se lève le matin, etc. Et au début, on s'en donne un, on a une image qui nous vient en tête assez naturellement. Et ce qu'on ne se rend pas compte tout de suite, c'est qu'il ne faut pas être trop ferme ou amoureux de cette raison-là parce qu'elle va évoluer. Elle va évoluer parce que ce pourquoi qu'on se donne, cette raison d'être, cet objectif, on se le pose en fonction de nos compétences actuelles, en temps T, de notre situation en temps T. Et moi qui commence à 18 ans, qui arrive à Chambéry, qui vient d'avoir son bac au rattrapage et qui veut être créatif... Minimum syndical, on a dit. Minimum, j'ai fait la même. Mes parents me disaient tout le temps, il fait le moindre effort, juste ce qu'il faut pour avoir la moyenne. Mais juste ce qu'il faut quand même. Parce que je m'embêtais. Bref. Et tout ça pour dire que à cet âge-là, j'ai certains besoins, certaines compétences, une certaine estime de moi, un certain réseau, des certaines envies dans mes vies. Du coup, j'ai des certaines blessures à régler aussi, parce qu'on a tous notre part de positif, de négatif, et cette résultante nous fait agir de telle ou telle manière chaque jour. Mais aujourd'hui, à 26 ans, j'ai plus du tout les mêmes réflexions, parce que ça fait combien ? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai réglé beaucoup de choses. Il y a d'autres
il y a des personnes qui rentrent dans une vie, il y en a d'autres qui sortent. Oui. Il y a une géographie qui change, des envies qui changent. Et puis tout au long d'une vie, il y a la famille, il y a la géographie, on a envie d'avoir un foyer, on a envie de voyager le monde, on a des envies, et le pourquoi évolue. Et je pense qu'il ne faut pas être trop romantique, trop amoureux de ça. Quand bien même, je pense que ce qu'il faut qu'on reste, comment on dit, loyal. À quoi il faut qu'on reste loyal, c'est nos valeurs, notre éthique et des valeurs fondamentales. Et garder juste en tête d'avancer, de s'épanouir et C'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'on fait chez Place au Possible dans l'accompagnement Ikigai qu'on a créé. En fait, il y a une notion, on identifie ses valeurs. Un système de valeurs, tout le monde en a un, sur lequel on s'est construit. Ce système de valeurs, il est quasi bouclé à l'adolescence 17-18 ans. C'est quelque chose qui est intrinsèquement, vous portez ces valeurs, chacun porte ce système de valeurs. Ça peut être les mêmes, tu peux avoir la valeur de liberté, toi Corentin, et moi aussi, mais on va pas mettre la même chose derrière, en fait. Donc ce système de valeurs, c'est celui qui nous constitue. Il est important, on s'en rend pas tout de suite compte, mais en tout cas, c'est justement ce travail d'introspection. Je suis pas en train de vous vendre du développement personnel, c'est pas grave, mais justement dans ces rencontres et dans cette richesse d'expérience, vous allez rencontrer des gens, pas besoin d'aller chez un coach, chez un psy, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on demande, c'est de pouvoir expérimenter pour comprendre comment on fonctionne, comment on réagit, et ça c'est la capacité de se remettre en question et de s'observer, d'écouter, d'avoir cette humilité, de dire ok, je me suis planté, ok, comment je ferais différemment la prochaine fois, donc se servir de ces erreurs là et pouvoir comprendre. Donc on est bien d'accord que à l'adolescence la construction identitaire elle s'ébauche, donc c'est pas évident, mais après en enrichissant ces rencontres, et effectivement tu disais après on rentre dans la vie active potentiellement, on entreprend la construction d'une vie de couple ou de famille potentiellement. Oui. Donc ça va aussi changer les choses. Ensuite, on vieillit comme moi, parce que c'est ce qu'on disait. Voilà, moi j'ai plus les mêmes. Je me rends compte que cette vision que j'avais à 20 ans est fondamentalement toujours la même aujourd'hui, sauf qu'elle est nuancée de pas mal de choses et pas mal de plus de calme, de sagesse. Alors ça c'est merci, mais j'ai pas le sentiment d'en être encore là, mais c'est vrai peut-être que c'est l'âge qui fait que tu te fatigues plus vite et tu sur la loi du moindre effort, tu évites de t'énerver pour un oui, pour un non, mais voilà, les choses se construisent, c'est un parcours, mais cette raison d'être que vous avez, elle est là fondamentalement, et elle s'enrichit juste tout au long d'une vie. Absolument. Donc, travail d'introspection, trouver sa raison d'être, qui va évoluer, qui va s'enrichir. C'est un petit peu comme le cœur de la fleur, puis après on va rajouter des pétales, et puis après il y aura tout le champ qui va être autour. C'est là où on a parlé depuis tout à l'heure du puzzle. C'est fascinant de pouvoir observer un parcours de vie, un parcours professionnel, un parcours d'études, des erreurs, des échecs, et les vertus de l'échec. Et du coup, de se rendre compte du fil rouge et de la cohérence, finalement, de ce parcours. Même si on a fait des choses qui sont diamétralement opposées. Absolument. Et cette cohérence et cette magie du puzzle qui se termine presque tout seul à la fin, je pense qu'elle arrive et elle se réalise uniquement si on a suivi nos valeurs et cette raison, la petite voix à l'intérieur, parce que raison d'être, etc., pour beaucoup, ou pourquoi, ou valeur, etc., c'est flou. Oui, mais c'est flou. Juste cette petite voix à l'intérieur de à quel moment tu te sens bien, dans quelle situation, quand tu fais quoi, en fait, dans quelle activité. Et c'est uniquement si on s'attache vraiment à ça, si on donne là où on sent le mieux, c'est que on performe le mieux, du coup on va impacter les gens, on va créer des souvenirs, et ils vont se dire c'était une belle personne, elle faisait les choses bien. Inspiré. Et du coup ça nous revient à un moment donné, parce qu'on parle de nous, et tous nos actes, si on les fait dans le sens qu'on a envie de mener notre vie, ils vont revenir à nous à un moment donné. Et rien n'est gâché, surtout rien n'est gâché, parce que je pense que les gens n'osent pas, parce qu'ils ont cette phrase il y a la montre qui court, en fait, il y a le temps qui court, mais en réalité non, ça prendra le temps que ça prendra. Rome c'est pas fait en un jour, et let's go. C'est des cycles, c'est des flux, il y a rien de linéaire, rien du tout. Il y a des gens qui ont ce profil-là, et nous on en a discuté, on en a rigolé. Il suffit qu'on nous dise non mais laisse tomber, tu vas pas y arriver.
T'es cap ou pas cap? T'es cap ou pas cap? Donc ça a pu aussi nous pousser à faire des conneries, je sais pas toi, mais moi, juste par entêtement du cap ou pas cap, j'ai pu faire des conneries qui aujourd'hui, heureusement, n'étaient pas des énormes conneries qui m'ont mis vraiment en difficulté, mais en tout cas qui me servent aujourd'hui. Et je pense que c'est ça aussi que je peux partager avec les jeunes, et c'est ce qui fait que je les comprends et qui, voilà, ça accroche tout de suite. Mais identifier, voilà, ce fil conducteur, on a dit. On est en train de vous donner une petite recette, là, hein, j'espère que vous notez, parce que c'est vachement important. Ça vous épargnera peut-être des années de thérapie, on ne sait pas. Hein. Structurer, donner du sens, nourrir ses valeurs, voilà. Structurer, donc là on en revient à la discipline, on cadre, il faut clarifier, je pense, ses objectifs. Donc la vision, c'est un objectif à très long terme. Oui. Ensuite, voilà, il faut avoir des objectifs à moyen terme, à court terme, se mettre une discipline. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre, si vous ne l'atteignez pas, c'est que c'était pas un vrai objectif. Oui. T'es d'accord avec ça? Ou alors on va en trouver une autre manière. Parce que la vision, j'ai la philosophie de dire qu'on peut avoir une vision, par exemple un monde meilleur dans tel secteur d'activité, peu importe. Et ben, si on est vraiment amoureux de cette vision-là, si on échoue dans une manière, on va trouver une autre manière d'y aller, de s'en rapprocher, ou alors on va se nourrir de notre premier échec pour. Et en réalité, c'est juste une quête qui ne s'arrête jamais en direction de cette vision, et pour s'en rapprocher un maximum. C'est pas linéaire. Non, du tout. Justement pas. Et tout est possible, parce que même si ça passe pas par ce chemin-là, ça peut passer par un autre chemin. Donc ça s'appelle un outil qui est cher à mon cœur, qui s'appelle l'ikigai. Donc c'est-à-dire que ça va regrouper ta passion, ta mission, ta vocation et ta profession. C'est-à-dire que tu vas pouvoir allier ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué. C'est important aussi de pouvoir découvrir ses talents. On parle de compétences, mais des ultra-compétences, c'est vraiment quelque chose qui est facile. Et c'est en ça où on disait la loi du moindre effort, c'est que tu aimes tellement ce que tu fais que tu n'as plus l'impression de travailler. Oui. Donc voilà, ça c'est cool. Voilà, ce que tu peux donner au monde, parce que ça c'est important aussi, de se sentir utile, cette notion d'appartenance et de faire sa part. Ça donne envie de se lever le matin. Exactement. Et puis gagner un peu de pognon quand même, parce que mine de rien, faut bien vivre, et puis manger et payer son loyer. Yes. Donc voilà, ça s'appelle un ikigai. Sa raison d'être, on vous souhaite à tous de pouvoir le trouver, le découvrir. Et si on a juste un rappel, qui dit la phrase, je vais essayer. J'essaye, si j'y arrive pas, tu l'as dit. Un slasher, mais il faut le dire plus vite, un slasher sachant slasher doit surtout, avant tout, savoir s'organiser. À toi. Yes, à moi. Un slasher sachant slasher doit avant tout savoir s'organiser. Voilà, on a réussi. Donc on a fait la différence entre un bon slasher et un mauvais slasher. Et le fait que, voilà, on vous souhaite à tous de pouvoir trouver cette voie, votre voie, multiplier les expériences, osez, tester, faites-vous confiance. Et je voulais juste revenir sur la petite voix, écoutez la petite voix qui est dans votre cœur et mettez un petit peu en sourdine celle qui est dans votre tête, parce que celle-là, elle peut vite être un peu pénible. Et voilà. En tout cas, merci Corentin d'être venu avec moi sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com pour cette émission, ta première, ma deuxième. Donc voilà, c'était un plaisir de te retrouver déjà après toutes ces années, et puis un plaisir de passer ce moment ensemble. Et voilà, je vous dis, moi, on se retrouve dans 15 jours, puisque c'est tous les 15 jours, tous les mercredis, tous les 15 jours, et je vous ferai une petite surprise encore. Je vous dis pas que c'est une surprise, ce que ce sera dans 15 jours. Yes, c'était un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et pour les retrouvailles. Ouais. Et puis, encore plein de choses à faire. En fait, on s'est retrouvés 2 slashers qui se retrouvent. En fait, c'est encore parti pour plein de projets. Attention à vous. Ouais, super. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci pour votre fidélité. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.